Bonsoir, bienvenue à cet événement DataJob. Je m'appelle Luc Dursault, je préside la société Atempo, qui fait partie du groupe Atempo Wuxo. Et donc la thématique de la prise de parole, c'est un plaidoyer. Donc ce n'est pas une présentation technique du tout. J'espère que vous ne serez pas déçus. C'est un plaidoyer pour une Europe numérique souveraine. Pour vous parler rapidement du groupe Atempo, depuis 25 ans, ce groupe travaille à la protection des données. Donc on est un spécialiste européen de la sauvegarde, de l'archivage et de la migration des données, avec une présence internationale. Bon, alors proposer comme ça, c'est pas très glamour. Je crois qu'on a déjà perdu dans la salle tous ceux qui rêvent de travailler pour Cityscoot, pour Winamax ou pour Ubisoft. Je vais essayer d'amener un petit peu plus de contenu, un peu plus sexy. Le groupe a été très récemment, puisque ça date de quelques jours, sélectionné dans le cadre du French Tech 120. Vous connaissez ce programme qui vise à construire les 25 licornes avant 2025. Et donc c'est une ambition importante et partagée par toutes les équipes, dont certaines sont dans la salle aujourd'hui. Je vais commencer mon introduction simplement en citant Thierry Breton, qui est intervenu sur une grande onde récemment, en disant « L'Europe naïve, c'est terminé ». Il s'agit, on produit une quantité astronomique de données, il faut les protéger, il faut les valoriser, et il faut éviter qu'elles soient exploitées par d'autres. En substance, c'est ce qu'il a raconté sur les ondes. Vaste programme. Vaste programme. La France et l'Europe, est-ce qu'on peut rêver ensemble d'une Europe numérique souveraine? C'est une question extrêmement légitime. Si on en croit un publiciste du XVIIIe siècle, qui est Antoine de Rivarol, il disait « Un peuple privé de sa souveraineté, c'est un peuple qui est privé de sa liberté, et plus important encore, il est privé de son existence même. » Donc question hautement légitime. La souveraineté, c'est un vrai enjeu. C'est d'ailleurs en aparté assez piquant de voir que dans les rues aujourd'hui, un certain nombre de citoyens défilent pour protéger le modèle de société, puisque la souveraineté, c'est le pouvoir suprême qui est reconnu à un État, de pouvoir faire respecter ses lois et mettre un cadre à ses lois avec trois objectifs. Protéger ses citoyens, ses organisations et son modèle de société. Ce qui est piquant dans le visuel que vous voyez là, c'est qu'on voit bien l'impuissance aujourd'hui de notre arsenal juridique et voir des citoyens face à des entreprises que vous voyez en dessous et qui, au contraire, n'ont pas été bloquées, elles se sont développées pendant les grèves. C'est-à-dire qu'elles ont pleinement profité du blocage et elles ont en commun toute une chose, c'est que leur modèle économique est basé sur la donnée. Vous voyez un peu l'importance de protéger cette donnée, de la capter et de la valoriser en Europe. C'était juste une petite aparté. Vous avez parlé d'une question légitime. Je vous parlerai d'une question préoccupante. Préoccupante pourquoi? Parce qu'on peut considérer que jusqu'à récent passé, pour assurer la souveraineté des États, il fallait en fait maîtriser trois grands espaces. La terre, le maritime, et puis bien sûr l'aérien, donc l'espace aérien. Si on a bonne mémoire, maîtriser un des espaces, regarde l'histoire, l'Angleterre s'est bâtie, l'empire colonial s'est bâti sur la maîtrise de l'espace des océans. C'est là que s'est affirmée leur souveraineté et ça leur a permis, bien sûr, pendant 3 siècles de régner et de bâtir un empire colonial. On dit souvent que le numérique, ça constitue un nouvel espace et on fait souvent une analogie que je ne trouve pas forcément adaptée avec les océans, en disant que le numérique, il relie des territoires, c'est un lien universel entre les territoires sans en être un lui-même. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le numérique, de mon point de vue, il ne fait pas que relier les territoires, il les submerge, les territoires. Et si on réfléchit un petit peu sur cette submersion des territoires, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on discute de souveraineté européenne, on a un vrai problème. C'est la domination des États-Unis sur l'espace européen. C'est un moindre fait en Chine notamment, mais en tout cas sur l'espace européen et bien sûr sur les États-Unis. Pour un simple fait, c'est la maîtrise du territoire et de l'espace numérique grâce à Internet. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Internet est toujours dominé par les États-Unis. C'est un territoire sur lequel ils expriment une suprématie totale et sur lequel ils privent tous les autres d'exercer et de valoriser une prospérité quelle qu'elle soit. Pourquoi?
Bon, je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez un concurrent à Microsoft qui est installé sur 91% des PC ou des ordinateurs dans le monde. Vous connaissez un concurrent à iOS, et Android pour les mobiles. Vous connaissez un concurrent à Facebook, à LinkedIn, à Uber, la liste est longue, à Netflix, etc. Toutes ces entreprises-là, leur prospérité s'est bâtie sur la maîtrise du numérique grâce à la suprématie Internet qu'exercent les États-Unis sur le domaine et sur cet espace numérique. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Aujourd'hui, et toutes les innovations qu'on va voir venir, que ce soit dans le transport, dans la médecine, dans l'éducation, dans tous les domaines, transport aéronautique, spatial, terrestre, dans la défense, pour la protection de nos citoyens également, tout ce qui sort en innovation est basé sur une seule chose, la donnée. Donc, je rappelle, c'est la préoccupation majeure et c'est celle qu'on doit maîtriser. C'est ce que disait également Thierry Breton. Alors, j'ai parlé de cette suprématie des États-Unis qui règnent en maître sur l'espace numérique. Et comment peut-on faire demain pour reprendre la main là-dessus? Est-ce que la guerre est perdue ou est-ce qu'on a moyen de reconstruire une filière numérique? J'avais deux objectifs pour cette présentation, je les rappelle. Le premier objectif, c'était de vous convaincre de la nécessité de rétablir cette souveraineté numérique en Europe. Et la deuxième, on voit bien que la réglementation qui a servi à structurer les espaces physiques dont j'ai parlé, les 3 espaces physiques, on voit bien qu'elle est inopérante quand il s'agit de l'espace numérique. Pourquoi? Parce que c'est le code régnant maître dans cet espace-là. Ce n'est pas la législation qui règne en maître, c'est le code qui règne en maître. Et donc, mon deuxième objectif, c'est qu'on a besoin d'une filière industrielle forte. C'est la condition, ce n'est pas le cadre juridique, c'est évidemment la filière industrielle numérique forte qui nous permettra de rétablir notre suprématie en Europe et donc de reprotéger nos citoyens, nos organisations et nos modèles de civilisation. Pour ce faire, on a besoin de vous. C'est ça mon deuxième objectif, c'est vous amener à considérer qu'il y a des modèles, des plateformes numériques qui sont intéressantes dans le domaine des jeux, des trottinettes, du transport, mais il y a un enjeu souverain qui est celui de rétablir cette souveraineté numérique. Et donc mon deuxième objectif, c'est de vous amener en tant que candidat sur le marché, à choisir de venir renforcer la filière numérique. Alors, je vous parlais des 4 briques qu'il faut absolument rétablir et sur lesquelles Atempo est un des maillons, mais je vais vous dire à quel niveau on se situe dans le maillon et combien est cruciale la réussite de notre projet. Pour réussir sur le numérique, il faut capter les données, il faut les protéger, il faut pouvoir les valoriser, il faut pouvoir les mouvementer. C'est les 4 actes majeurs qu'il faut qu'on reprenne en main. Et les reprendre en main sur la donnée personnelle, c'est devenu très compliqué. Vous avez vu les plateformes dont j'ai parlé, rattraper, faire des champions européens qui vont être meilleurs que ces plateformes B2C, ça va être très compliqué. Pourquoi on a une opportunité unique aujourd'hui? C'est que si on regarde l'évolution du marché, on va avoir une croissance, donc aujourd'hui on est autour de 35 zeta-octets de données, et on va avoir une croissance qui va atteindre 175 zeta-octets de données à l'horizon 2025. Il y a 2 faits marquants là-dedans. Le premier effet marquant, je ne parle pas de la dynamique qui est absolument effarante, je parle juste de la structure des données qui la composent. La première chose dans la structure des données, c'est que la typologie des données qui sont générées est différente. On a beaucoup travaillé sur les données structurées, vous voyez que leur croissance est relativement faible à l'horizon 2025. En revanche, vous voyez un gisement nouveau, qui est la donnée non structurée, et qui, elle, a une courbe de croissance absolument effarante, au-dessus de 60% annuel. Cette courbe, elle va encore s'accélérer du fait de l'avènement des objets connectés. Ça, c'est la deuxième partie qui est intéressante, c'est que jusqu'à présent, 80% de cette donnée était stockée dans le cloud. Et je vous l'ai dit, que ce soit les Chinois en Asie, que ce soit les Américains sur les États-Unis, enfin les pays occidentaux, on va dire, ils ont établi des clouds souverains chez eux, pas chez nous, mais qui leur ont permis de capter, déjà de profiter d'un marché domestique extrêmement dynamique, des mineurs qui travaillent, des internautes, des grosses communautés d'internautes, mais également de capter la donnée qui venait d'autres pays, et dont la nôtre. On a exporté notre pétrole gratuitement pendant les 20 dernières années. Alors, c'est absolument essentiel qu'on rétablisse ça, parce que, comme je l'ai dit, le fait que les Américains dominent aujourd'hui ce marché de B2C est très inquiétant. Pourquoi? Parce que ça nous amène quatre choses importantes. La première, on en est conscient, c'est que ça fout nos vies privées. Inutile de vous rappeler les derniers événements sur Cambridge Analytica. Vous savez tout ce qui s'est passé, donc je ne vais pas en faire état. Donc voilà des plateformes qui foulent ouvertement notre vie privée. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des plateformes qui transvasent nos emplois. C'est aussi des plateformes qui transvasent notre fiscalité, qui la contournent.
c'est des emplois qui pompent notre propriété intellectuelle. C'est des emplois qui dégradent notre prospérité. On ne peut juste pas laisser faire, sinon on va avoir une paupérisation de l'Europe et de notre modèle de société. Si on veut garder le modèle de société en main, il faut être à la tête de la donnée et la maîtriser. Éviter qu'on la capte, qu'on la valorise, qu'on la mouvemente à notre place. Il faut reprendre la main. Et on a une chance, comme vous le voyez, sur cette donnée nouvelle, qui est la donnée non structurée, qui va être essentiellement non pas B2C, mais B2B. Donc c'est-à-dire qu'elle va être au cœur de l'industrie, elle va être générée par l'industrie. On a la chance de pouvoir reprendre en main notre destin et de capter cette donnée et de la valoriser. Donc c'est vraiment la guerre qu'on doit mener, c'est de ne pas laisser, en tout cas, que ce soit les ennemis politiques, je parle des cybercriminels, mais aussi nos ennemis économiques, reprendre la main sur ces données. C'est un enjeu de société. Cette donnée, je passe rapidement là-dessus, mais elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a créé le métier de Tempo a évolué. Notre métier, il y a quelques années, et celui depuis l'origine, c'est de faire en sorte que les entreprises continuent à travailler. On est un spécialiste de la sauvegarde en milieu professionnel. C'est de faire en sorte que, quel que soit le sinistre qu'une entreprise va subir, elle puisse se rétablir en perdant le moins possible de données dans un temps le plus court possible. C'était notre objectif et notre mission jusqu'à un récent passé. Le fait d'être au cœur de ces systèmes d'information, c'est-à-dire de pouvoir collecter des données dans les bases de données, donc dans les données structurées, mais aussi dans les données non structurées, les emails, dans les binaires, des images par exemple, ça nous permet en fait de collecter la donnée où qu'elle soit. C'est le métier qui fait ça, c'est qu'on a une valeur qui est de pouvoir capter la donnée et la recopier. Et aujourd'hui, quand on la recopie dans ce qu'on appelle les data lakes. Je ne sais pas si vous êtes familier des data lakes, je pense que oui, la plupart d'entre vous, mais c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ces data lakes, ils vont être la source de création de valeur de toutes les industries dont je vous ai parlé, toutes les industries B2B. Les data lakes, à la différence des data marks, des entrepôts de données, c'est une donnée qui est non silotée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, nous, à Tempo, déverser dans ces data lakes des gisements colossaux de données qui auront été captés dans les organisations que l'on protège pour leur permettre de créer leur data lake et de constituer un patrimoine génétique de l'entreprise et à plus haut niveau des sociétés, des organisations et bien sûr de l'Europe. Donc on est un acteur clé dans la constitution du patrimoine génétique numérique de l'Europe. Donc c'est vraiment un maillon très très important. Et cette chance qu'on a, c'est d'être connecté, comme je vous l'ai dit, aux bases de données, aux applications, aux données non structurées, aux fichiers non structurés. Et on va pouvoir remplir ces data lakes avec de la donnée brute, de la donnée issue de fichiers sources et de systèmes sources, mais aussi structurée, semi-structurée, non structurée. Et ça, c'est le champ, le gisement de création de valeur de tous les métiers. J'allais dire de demain, mais ça a déjà commencé. Ce n'est pas de demain, c'est d'aujourd'hui. C'est le champ de gisement qu'on va pouvoir exploiter. La seule chose qui diffère par rapport à la sauvegarde, c'est les durées de rétention. Quand on fait de la sauvegarde, on rétablit juste avant sinistre. Quand on fait un data lake, on a intérêt à conserver les données le plus longtemps possible. J'allais dire ad vitam aeternam, puisque c'est notre patrimoine génétique. Donc voilà, à Tempo, un acteur extrêmement clé dans la création de ces data lakes. Bosser pour Atempo, c'est une chance inouïe de travailler au carrefour de 3 enjeux de société majeurs. Le premier, c'est la cybersécurité. J'en ai parlé. Il s'agit de se protéger des ennemis politiques, et c'est notre métier. Le deuxième, c'est de travailler sur le big data, donc ces gros volumes de données que l'on va donc protéger, archiver, sauvegarder, valoriser et mouvementer là où on en aura besoin. C'est le cas, par exemple, dans l'objet connecté. Il va falloir mouvementer. On n'est plus dans le cloud, on a besoin de données là où elles se trouvent, sur l'objet, de la traiter, de la valoriser, et puis peut-être après de la ramener dans le cloud. Donc ces mouvements de données extrêmement massifs. Et puis la troisième chose, c'est l'intelligence artificielle. Je crois que les intervenants précédents sont bien étendus sur le sujet, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Donc notre groupe s'est doté d'un laboratoire d'intelligence artificielle en février dernier, qui compte une quinzaine de data scientists à Orléans, et qui est en croissance constante. On recrute en permanence sur l'ensemble des métiers. Et donc voilà, bosser pour Atempo, ça vous permet d'être au carrefour de 3 enjeux majeurs de société, cyber, big data et IA. Alors, peut-être pas l'attractivité de Candy Crush comme société, c'est peut-être moins sympa. Je pense par contre qu'il y a un sens qui est beaucoup plus grand, un sens de l'engagement qui est beaucoup plus grand. Et moi, je vous inviterai à rejoindre la cyber-résistance européenne pour pouvoir protéger nos modèles de société. J'en ai fini. Si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers.
Qu'est-ce que vous entendez par créer un patrimoine génétique de l'entreprise? Alors, c'est plus de la société, mais aussi au niveau des organisations. L'idée, c'est de conserver, grâce, j'allais dire, la donnée, pour moi, c'est le témoin des faits et gestes des citoyens, des organisations, et dans une moindre mesure, bien sûr, des objets connectés. Mais c'est vraiment le témoin de tous les faits et gestes. En ce sens, c'est un patrimoine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retracer, grâce à la donnée, l'histoire d'une organisation, d'une personne ou d'un État. C'est plus clair? Voilà. La donnée, c'est vraiment le témoin vivant des faits et gestes. Et c'est un film. Hein, autant la sauvegarde est une photo, autant l'archivage est un film. On va pouvoir donc conserver dans la durée tous les faits et gestes des objets connectés, des personnes et des citoyens. Actionnaire du groupe. Eh bien, ils sont dans la salle, on est deux. En fait, Cyprien qui est au fond de la salle là-bas, donc Cyprien Roy, et moi-même, qui sommes deux personnes physiques. Concrètement, comment on fait pour retrouver cette souveraineté? Est-ce que ça passe par de la réglementation, par une offre de services plus attractive? Enfin, Alors, pour moi, il y a une conjonction de différentes choses. La première, c'est déjà une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de volonté. Donc il faut que les citoyens, les organisations, les politiques considèrent que c'est un enjeu. Ou alors qu'on considère que le modèle de société qui va prévaloir en Europe sera celui que les personnes qui ont réussi à asseoir la souveraineté voudront bien nous donner. Et aujourd'hui, c'est assez inquiétant, puisque c'est même plus forcément des États, ce sont des fois des privés qui donnent, qui projettent. Toute une polémique sur le transhumanisme en ce moment, sont des personnes physiques qui projettent les modèles de société à venir. Vous connaissez toutes les stars de la californienne qui rêvent d'un monde différent. Il n'est pas dit que ce monde soit celui dont rêve le plus grand nombre. Donc la première chose, c'est cette prise de conscience. Est-ce qu'on considère qu'on doit garder une démocratie, et une démocratie qui va protéger un modèle de société pour protéger le plus grand nombre? C'est une question. Moi, je n'ai pas la réponse, je pose juste les questions. Une fois que ce constat a été fait et que la réponse est oui, on se pose la question de comment on encadre. Donc il y a bien de la législation. Il y a un premier état dans les données personnelles qui a été le RGPD, donc la réglementation sur les données personnelles. Et on voit bien qu'il y a une divergence assez forte entre la conception atlantiste, j'allais dire, de la donnée personnelle. On considère que la donnée, à partir du moment où elle a été cédée, elle appartient à celui qui la valorise et qui la traite, et non pas à celui qui la produit. La vision européenne est complètement différente sur le sujet. Et la vision moyen-orientale ou la vision africaine se rapproche beaucoup plus maintenant de la vision européenne que de la vision américaine. Donc on n'est pas tout seul non plus à penser dans ce sens-là. On pense que c'est important de protéger nos citoyens contre des valorisations, de la mercantilisation de la donnée, et pas toujours au profit du citoyen. Donc la deuxième chose, oui, c'est la réglementation. Mais la troisième, la réglementation, vous l'avez vu avec les gens dans la rue, la réglementation, elle est impuissante. C'est-à-dire que pour l'asseoir, il faut une filière numérique forte. Vous avez beau vouloir asseoir votre souveraineté, c'est comme faire la guerre sans char, c'est pareil. Vous pouvez considérer que vous voulez vous défendre, si vous n'avez pas les moyens de votre défense, vous ne pouvez rien faire. Et c'est bien la filière numérique qui doit être assise, consolidée, renforcée, qui doit faire émerger des licornes. C'est le but du programme French Tech 120, de faire émerger ces licornes pour avoir les moyens, j'allais dire les moyens dissuasifs et offensifs. Parce que la souveraineté, il y a deux choses dans la souveraineté. La première, et c'est pour ça qu'on est international, qu'on est une société à une vocation internationale. La première, c'est de protéger nos modèles de société, nos organisations, nos citoyens. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que nos ennemis économiques dépendent de nous. Ça, c'est une deuxième chose. Je crois qu'il ne vous a pas échappé que pendant la guerre en Irak, nos avions étaient cloués sur les porte-avions. On ne pouvait pas décoller, faute de technologie. C'est pas qu'on ne voulait pas décoller, on ne pouvait pas décoller. Il y avait un désaccord entre les deux armées, et nos avions ne pouvaient pas décoller, ils étaient cloués sur les porte-avions. Voilà un exemple de non-maîtrise de la chaîne numérique, et on est obligé de subir, c'est-à-dire que les avions restent au sol. Donc oui, le bras armé, j'allais dire, de la souveraineté, c'est sa filière numérique, et en militaire en particulier. C'est une volonté de l'UE de laisser faire, puisqu'elle est basée sur le libre marché. Donc elle ne peut pas intervenir. Le libre marché, c'est des questions d'interprétation. Je vais vous donner deux exemples. Le libre marché, pour Alstom, c'est d'être obligé de se vendre à General Electric. Voilà un exemple de libre marché. Donc contre tout projet industriel, contre tout bon sens européen, contre toute souveraineté. Mais ils ont quand même été obligés parce que l'expression juridique américaine est aujourd'hui extraterritoriale, ce que nous n'avons pas. Donc la justice américaine
a une extraterritorialité, c'est-à-dire qu'elle peut condamner n'importe quelle entreprise, virgule, française, où qu'elle se trouve dans le monde si elle considère qu'elle n'est pas conforme aux règles de réglementation américaines. Face à ça, on est complètement démunis. Notre justice a un temps de retard. Donc la justice est une arme pour l'économie. Le deuxième point, dans le libre-échange, vous connaissez tous les textes américains qui protègent l'économie américaine. Vous avez une première chose qui s'appelle un Small Act qui propose les entreprises de petite taille aux États-Unis. C'est-à-dire que l'État américain ne peut pas acheter librement les produits s'il y a un produit équivalent, à prix équivalent, qui est disponible sur le marché. C'est le Small Act, c'est Roosevelt qui a lancé ça. C'est très très vieux. Hein. Et ça a été enrichi au fil des années, et puis encore renforcé par Trump dernièrement. Et aujourd'hui, c'est très difficile, si vous avez un produit qui ne fait que la même chose qu'un produit américain, et qui se trouve être que au même prix ou plus cher, ben le client n'a pas le choix, en tout cas pas dans les organisations fédérales, d'acheter ce produit-là. Il est obligé d'acheter américain. Vous voyez, c'est une conception du libre-échange qui est quand même limitée aux frontières. Ce n'est pas ce que l'on fait. Nous, on a 96% de pénétration dans nos administrations de solutions américaines. 96%. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de dépendance que l'on a. Les États-Unis sont connus pour être un pays un peu protectionniste, mais l'ADN de l'Union européenne, c'est que c'est dans sa constitution le libre marché. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que le seul moyen, c'est de pulvériser c'est le rapport de force, mais ils ne l'auront pas. La Constitution, c'est vous. Vous êtes en démocratie, vous pouvez voter, vous pouvez choisir les modèles de société dans lesquels vous voulez vivre. La Constitution, c'est vous. S'il faut réformer les constitutions, on réforme les constitutions. C'est vous. C'est nous. C'est à nous de choisir ou de subir. Il y a deux options. Donc nous, on a choisi notre camp, on essaye de choisir, mais on ne peut pas le faire seul. Monsieur le disait, avec nos petits muscles. On a besoin de talent, on a besoin de gens qui renforcent, on a besoin de confrères qui partagent la même chose. On fait partie d'une association qui s'appelle Exatrust, qui est la filière de la cybersécurité française. Donc on travaille sur l'interopérabilité de nos solutions, de façon à offrir un guichet unique à toutes les administrations de solutions qui sont interopérables, faciles à mettre en œuvre. On essaye de chasser en meute à l'étranger, de faire des salons ensemble, d'être plus visible avec plus de petits muscles que juste les nôtres. Et on essaye bien entendu de mobiliser également les institutions financières, à savoir les banques. La BPI qui a fait un travail remarquable sur les 10 dernières années, qui est devenue la première banque des entreprises aujourd'hui, et sans laquelle l'accès au crédit bancaire est plus possible. C'est-à-dire si la BPI dit non, les autres banques disent non. Donc, voilà, donc qui a fait un travail remarquable et qui redonne de l'oxygène. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des pouvoirs publics européens, il y a cette prise de conscience et il y a cette volonté. Pour l'exercer, il faut des entreprises. Parce que je l'ai dit, les textes sont trop longs. Ils ne sont pas à la vitesse de l'innovation. On légifère quand les choses ont été faites et quand les parts de marché ont été prises. C'est là qu'on commence à légiférer. Et c'est le temps judiciaire européen, qui est par ailleurs dans le meilleur mondial pratiquement, hein, le judiciaire européen, mais aussi très long. Et ce temps judiciaire, ce n'est pas le temps numérique. Donc il faut construire des champions du numérique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur? Je suis désolé, je vais attendre le micro. Je disais, on a réussi à le faire dans l'aéronautisme, ce champion européen. Content que vous le rappeliez. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de faire la même chose dans le numérique, ou bien est-ce qu'on est proche aujourd'hui d'une solution Je pense que ce qui a péché dans le numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une volonté trop tardive. Parce qu'on a quelques très belles sociétés du numérique, vous connaissez tous Criteo, vous connaissez tous OVH, qui sont de très très belles réussites, mais malheureusement la réaction était trop tardive. C'est-à-dire que dans l'aéronautique et dans l'aérospatial, les places et la vitesse de déploiement des technologies a été beaucoup plus lente. C'est des cycles qui ont pris 20 ans, qui ont donné la possibilité, qui ont mobilisé des capitaux extrêmement importants, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Union soviétique à l'époque, ou que ce soit en Europe, l'ambition des projets dépassait de 4-6 fois le budget des États. Donc il fallait de toute façon réunir les États. C'était une condition d'existence. Il n'a rien fallu à Airbnb pour être plus valorisé qu'Accor. Rien du tout. Il a fallu du financement, de la pub sur Internet et une jolie plateforme. C'est allé très très vite. En moins de 5 ans, Airbnb était plus valorisé qu'Accor, qui a mis des années à construire des hôtels dans le monde entier. Ça a été plus valorisé que, vous savez que les plateformes aujourd'hui de voyage sont plus valorisées qu'Air France. Donc c'est la vitesse dans le numérique qui a changé et la prise, j'allais dire la compréhension
dans les choix industriels de l'État américain, de dire c'est un espace qu'il nous faut dominer. Ce que l'Europe n'a pas compris tout de suite. C'est un espace qui nous permettra de dominer non pas chez nous, mais également à l'étranger. On a fait des politiques industrielles que je ne dirais pas désastreuses, mais je veux dire, quand on discutait, nous, de réactiver les centrales à charbon, de l'autre côté, ils discutaient de l'intelligence artificielle. Donc, quand on cherchait à reclasser des emplois de chaudronnerie, ils étaient en train de former des data scientists. Donc, et pour autant, les filières de data scientists, elles sont chez nous. Ils sont venus simplement les siphonner. Donc, je pense qu'on a eu un manque de vision politique. On a eu des politiques à une époque qui ont eu peut-être un manque de vision du fait un peu de la bureaucratie qu'on a dans notre milieu politique français, où il manque d'ingénieurs, on manque de techniciens, on manque de praticiens, on manque d'industriels, d'économistes, pour avoir cette vision industrielle forte. On a manqué de ça. Et la deuxième chose, je dis, c'est la vitesse, quoi. On n'a pas réussi à le faire. Au moment où on a réagi, Amazon avait 80% des données dans le monde. Donc c'est très très difficile derrière, parce que c'est des modèles économiques qui ne laissent pas de seconde place. Regardez Viadeo. Ils n'arrivent pas à vivre. C'est très difficile, quoi, on bataille comme jamais pour vivre. Quand vous avez pris la part de Lyon dans ce domaine-là, c'est très difficile de rattraper. Donc la seule possibilité aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il faut profiter de ce switch qu'on a dans la typologie des données et dans le fait qu'elles ne soient plus dans le cloud. C'est facile dans le cloud, c'est centralisé. Là, c'est décentralisé. Le fait de pouvoir retravailler localement, décentralisé sur les objets connectés et sur une typologie des données qui n'est pas disponible aujourd'hui aux États-Unis, qu'on produit nous en masse, c'est une opportunité unique. Il ne faut pas faire deux fois l'erreur de vision industrielle qu'on a pu avoir dans les années écoulées. Merci, Trop Luc. court. Merci à vous. Merci beaucoup de votre attention.